Et ouais, et ouais, ça fait longtemps, bonjour à tous, re-bienvenue bienvenue pour les nouveaux arrivants, re-bienvenue pour les autres, sur la chaîne Music is Demonium. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, je vais pas faire comme si j'avais des projets pour la chaîne, j'en ai pas, j'ai juste eu la flemme, j'avais pas d'idée, j'avais pas d'inspi. Je suis allé voir des films, j'ai continué à aller au cinéma, j'ai vu pas mal de films récemment. Seulement, j'avais pas d'inspi, je savais pas, j'avais pas envie d'en parler spécialement. Pourtant, j'ai vu des trucs assez sympas. Je suis allé voir le dernier Tarantino hier et c'était sympa. Je suis allé voir Tolkien et j'ai adoré. Enfin bref, il y avait des choses à dire sur certains films, mais je ferais peut-être un vlog de. Un peu de rentrée pour me souvenir de tout ce que. Parce que voilà, je suis allé voir plein de films et j'ai complètement oublié parfois ce que j'ai vu. Il y a plein de trucs, je sais même plus ce que je suis allé voir. Donc du coup, j'en profite parce que comme j'ai regardé beaucoup de films également en version en palpable, hein, en disque, en Blu-ray en ou en DVD, parce que oui, j'ai enfin un lecteur Blu-ray et mon Dieu, ce que ça change la vie. Pas du tout, hein, mais ça reste très cool d'avoir un Blu-ray. Donc nouvel appart également, enfin voilà, j'avais déjà dit ça dans la critique de The Dead Don't Die. Donc j'ai un peu décoré le bordel, c'est voilà, dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez rajouter un peu des trucs aussi, je serais ravi. Donc on repart pour une petite session découverte de présentation de films qui va durer je sais pas combien de temps parce que j'ai une bonne vingtaine de films là à présenter, je sais pas si je les présente tous d'un coup, mais j'ai bien envie de faire une vidéo un peu longue aussi comme ça si jamais des gens aiment bien m'entendre parler. Je sais que ça existe. Salut mon imbus, je te fais des gros bisous si tu regardes cette vidéo parce que j'ai un pote qui me dit qu'en fait ça le faisait marrer, enfin que ça lui faisait plaisir vu qu'on se voit pas souvent vu qu'il est dans ses études, ça le faisait marrer de mettre mes vidéos en fond sonore pour m'entendre débiter mes conneries quoi. Donc c'est cool et même si c'est qu'une personne sur mes 20 abonnés, honnêtement ça fait vraiment plaisir de voir que ça peut quand même intéresser des gens. Alors, je sais pas tellement par quoi commencer, si ce n'est, bah, en fait, les derniers que j'ai vus. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai loué, mais je vais quand même vous parler de La Vie d'Adèle que j'ai enfin terminé. J'avais commencé à le regarder avec un DVD loué qui était mort de chez mort, donc du coup, je suis allé l'acheter. Alors, La Vie d'Adèle, c'est particulier, et c'est en ça que je pense que cette vidéo va être longue, donc je sais pas si je la ferai en deux parties, ou si je... ou pas, j'en sais rien. La vie d'Adèle, c'est particulier parce que j'ai entendu beaucoup de choses dessus. À la fois, certains qui disent que c'est un excellent film, d'autres qui disent que c'est un chef-d'œuvre, et d'autres qui disent que c'est une énorme bouse. Alors, si je dois choisir entre ces deux extrêmes, je me rangerais plutôt côté chef-d'œuvre, mais c'est pas ce que je pense non plus. Je trouve que c'est vraiment un très très bon film. Alors pour le coup, j'avais lu la BD avant, parce que c'est inspiré d'une BD qui s'appelle Le bleu est une couleur chaude, que je vous recommande vraiment. Et pour une fois que je vous recommande un livre, bande dessinée ou pas, vraiment foncez. Hein. Ce que j'avais beaucoup aimé, j'aime bien les sujets qui traitent de l'homosexualité, non pas que je sois homosexuel, mais c'est très important pour moi un peu de le montrer, et pour un film français, je trouve que c'est cool de montrer une relation homosexuelle de cette manière. Le film s'appelle La vie d'Adèle, donc c'est une vie, ça suit la vie d'une jeune lycéenne qui se découvre être homosexuelle, et à partir de là, le film, le film se justifie en étant chaotique, en ayant un montage très particulier, beaucoup de caméras à épaules, des longues discussions, parce que c'est quelqu'un qui est perdu. Voilà, et Adèle Exarchopoulos, je crois que c'est ça, oui. Exarchopoulos et Léa Seydoux sont magistrales dans leur rôle, et elles jouent vraiment très très bien, et voilà, c'est vraiment super. Il y a beaucoup de liberté prise par rapport à la bande dessinée, honnêtement, mais je m'en cogne complètement hein, quand c'est écrit hein, librement inspiré de la bande dessinée. Le bleu est une couleur chauve est une couleur chauve, est une couleur chaude de Julie Marot, c'est une bonne blague. Et à partir de là, ça assume le fait de dire oui non, on va pas reprendre la structure de base qu'est la BD et en faire un film. On va voilà, je m'en sers comme base de mon récit. Et ensuite, je vais créer une histoire. Honnêtement, moi j'ai aimé La vie d'Adèle et je l'ai vraiment aimé quoi. Il y a des moments où j'étais très très stressé pour les personnages, j'étais inquiet, j'étais triste. Donc j'ai été pris par l'histoire et en ça je vous le recommande vraiment beaucoup. Alors, mis à part l'interdiction aux moins de 12 ans qui est franchement, mais franchement débile quoi. C'est moins de 16 ans un film comme ça. Hein. Ça traite de sujets très sérieux et effectivement les scènes de sexe sont très explicites. Ça a dérangé des gens, honnêtement, ça me dérange pas du tout. C'est rigolo de voir deux meufs qui se roulent des pelles. Non, mais même sans ça, je veux dire, c'est. Pour moi, c'est intéressant de montrer du sexe en fait. J'ai aucun problème avec ça, j'en ai aucun.
Pour tout vous dire, j'avais commencé à le regarder avec ma mère, et puis bon, bah, finalement je l'ai fini tout seul. Mais ça me dérange absolument pas de regarder ça avec un adulte, avec quelqu'un de ma famille, je m'en cogne complètement. Le sexe c'est quelque chose, enfin, si je vous parle, c'est parce qu'il y a eu du sexe à un moment donné. dans une. Voilà, j'ai des ancêtres qui ont copulé du coup, pour me procréer. Et c'est pareil pour vous qui regardez cette vidéo, je veux dire, le sexe il est là, ça existe, et faut pas avoir peur de le montrer. Qu'il y ait une raison ou pas, le truc c'est que là c'est une relation amoureuse, et la relation amoureuse peut et passe aussi aujourd'hui par une relation sexuelle épanouie. C'est pas obligatoire, mais dans l'ensemble c'est quand même très bien. Et j'aime la façon dont les scènes sont filmées, c'est pas dégueulasse, c'est beau quelque part, je sais pas, c'est amoureux, c'est chaleureux, c'est sensuel, charnel, intense. Ouais, c'est cool. Voilà, si ça vous dérange, c'est les commentaires, hein, toujours pareil, vous pouvez débattre avec moi, je suis ravi d'entendre les avis des autres. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, attention, je vais être vulgaire et dire une phrase que j'aime pas dire, mais au bout d'un moment, il faut quand même s'enlever un peu le balai du cul et dire que c'est bon, voir des meufs qui se frottent la chatte, c'est bon. On va se calmer, on s'en cogne, c'est pas grave. Dire c'est pas grave, ça fait de mal à personne, c'est vraiment, c'est ni intéressant, ni nul, ni bon, ni mauvais. C'est la vie, ça existe, et ça a toujours existé. Après voilà, vous savez aussi ce que je pense de Brokeback Mountain, c'est un de mes films préférés, je dis pas que La vie d'Adèle est un de mes films préférés, mais j'aime les films qui traitent le sujet de l'homosexualité avec ce parti pris de montrer des scènes de sexe, je trouve ça bien. J'ai passé 6 minutes, à peu près 5 minutes à parler de La vie d'Adèle, j'ai encore beaucoup de choses à dire, c'est dans les commentaires si vous voulez que j'en parle plus en détail, il peut y avoir des choses à dire. On va... Les films de la liste qui du coup est un peu plus proche de vous, et c'est cet émoticône là que je viens de décrocher, je sais pas si on voit bien mon doigt, celui-là. Petite tasse de whisky, puisqu'on va parler de Lost in Translation. Alors, traduit littéralement, ça voudrait dire perdu dans la traduction. Film de Sofia Coppola, une des réalisatrices les plus connues de tout Hollywood. Hein. Je pense que Sofia Coppola, en termes de, enfin, c'est réalisatrice. En tant que femme, je veux dire, je pense que c'est la plus connue, hein, fille évidemment de Francis Ford Coppola, réalisateur. Bah, il y en a quelques-uns des films de Coppola là-dedans, hein, Le Parrain, Apocalypse Now. J'aime beaucoup Lost in Translation, le film est très particulier, il a vraiment une ambiance. Bill Murray et Scarlett Johansson sont très bons dedans. Honnêtement, je vois pas tellement l'intérêt de le mettre dans la liste. Je pense que Sofia Coppola fait de meilleurs films que ça, c'est le premier film que je vois d'elle. N'empêche que je suis satisfait, que je vous le recommande. Le film peut être très drôle à certains moments, et honnêtement, moi qui ai peur du voyage et de partir de chez moi, de partir à l'inconnu, si vous êtes comme moi, ce film est pas là pour vous aider du tout. C'est deux Américains qui se retrouvent par hasard en fait au Japon. Et ils sont complètement paumés dans la culture japonaise, et ça leur dépasse, et ils ont vraiment un mal du pays catastrophique. Donc du coup, et sans dire que c'est mon cas, j'ai très peur de partir, et il va bien falloir au bout d'un moment, parce que bon, c'est ça la vie aussi. Mais je suis très satisfait de Lost in Translation, et j'admire vraiment Sofia Coppola pour sa réussite. Même si aujourd'hui il y a Patty Jenkins et il y a Catherine quelque chose, j'oublie à chaque fois son nom, qui avait été oscarisée pour un incendie, je crois, quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus. Non, Incendie, c'est Denis Villeneuve. Mais enfin bref, j'aime beaucoup Lost in Translation, je vous le recommande. Très drôle, très touchant, très bien joué. C'est plutôt sympatoche. On va... Ouais, c'est la petite lampe qui gêne. C'est dans le cadre, ça sert à rien. Je suis désolé, hein, va falloir que j'améliore ça. Ensuite, film qui est pas dans la liste, qui a aucune raison de s'y retrouver, qui est sorti l'an dernier. Je voulais le voir parce que je voulais aller le voir au ciné quand il est sorti et j'ai pas pu y aller. Mais The Meg. Traduit nul. Traduit de la manière la plus maladroite de la planète par En eau trouble. Je crois qu'en plus il y a déjà un film qui s'appelle En eau trouble. Donc là, stupide. Soit vous l'appelez le mégalodon, soit vous l'appelez le Meg, soit vous gardez le titre The Meg. Vous appelez pas ça En eau trouble. Bordel. Ça n'a aucun sens. Film avec Jason Statham. Je vais même pas vous raconter le pitch. Le pitch est assez marrant. C'est genre, il découvre en fait que le fond d'un océan est pas vraiment le fond, c'est juste une couche d'hydrogène ou je sais plus quoi. Et en fait, il la traverse, et il découvre tout un écosystème et tout machin, et ça réveille un mégalodon.
Donc le mégalodon il sort, il tue des gens, et machin. En fait, quand j'avais vu la bande-annonce sur internet de ce machin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Ça doit être nul à chier. Et quand je l'ai revu, la bande-annonce, quelques jours après, je me suis dit, ah en fait ça a l'air trop bien, ça a l'air complètement con, mais je m'en fous, je veux voir Jason Statham se battre contre un gros requin, et en cela le film est vraiment cool en fait, hein. Et, je veux dire, vous voyez les bandes annonces, vous savez très bien quel genre de film ça va être, hein. Ça va juste être un gros requin. Alors honnêtement, les effets spéciaux sont splendides. J'ai vraiment pas fait gaffe à ça quand j'ai regardé le film, mais les effets spéciaux sont excellents. Et l'histoire reste satisfaisante, quelque part. Je mets une mention spéciale à la gamine, je sais pas comment s'appelle cette actrice, mais alors, il y a une très jeune actrice qui a 8 ans à tout péter, qui joue une gamine assez fun et très un peu piquante et qui est très observatrice, machin, mais elle joue à la perfection, son personnage est excellent, enfin, rien que pour ça, foncez le voir, c'est de l'or en barre, c'est à mourir de rire à certains moments. On sent quand même que c'est une production chinoise, hein, quand même, hein. Parce que, oh là là, la Chine et les Chinois, ça y va, ils se sucent bien la bite quand même. Mais honnêtement, regardez-le, vous perdez rien, c'est juste du fun et c'est rigolo. Et c'est rigolol. Alors maintenant, je vais passer à un film qui est pas dans la liste et ça me surprend quand même. C'est Rocky. J'ai découvert Rocky il y a quelques jours. Je comprends pas qu'il soit pas dans la liste parce que c'est culte quand même, hein, Rocky de Bill Conti. Alors il y en a des caisses, hein, des Rocky. J'ai même pas collé à l'actualité, c'est de le voir pour Creed ou quoi que ce soit. M'en branle. Mais ça me donne quand même envie de voir le reste de la saga Rocky, puisque c'était très intéressant de voir ça, même si honnêtement, je trouve pas ça excellent. Alors, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, enfin non d'ailleurs, m'insultez pas dans les commentaires. C'est bien Rocky, hein, je dis pas le contraire, c'est une époque aussi, il est sorti en 76, hein, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Oui, voilà. 1976, c'est une autre époque. C'était les débuts de Stallone, c'est le film qui l'a révélé, c'est le film qu'il a écrit, qu'il a porté avec son cœur aussi. Honnêtement, ça me passionne pas, les acteurs sont pas ouf. Bon, ça passe vite, hein, et c'est plutôt satisfaisant, c'est assez touchant parfois, très juste aussi à certains moments, mais voilà, je suis pas fan de Rocky, et je regarderai quand même le reste de la saga, parce que c'est un film quand même qui booste. Et en cela, je suis très satisfait de ça pour Rocky, parce que c'est très intéressant de voir le parcours de quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Alors on va changer un peu de style de film et parler d'un film un peu musical que j'avais envie de voir dans ma jeunesse. C'est un film qui s'appelle Through the Never. Un film, en fait, c'est un concert filmé de Metallica avec quelques éléments fictifs. Ouais, ouais, ouais. Réalisé par un mec bordel, Nimrod Antal. Je sais pas comment ça se prononce. On va le retrouver bientôt, vous allez voir pourquoi. Mais le film est bien, enfin c'est bien réalisé ce concert, enfin les musiques de Metallica, tout ça, c'est sympa et tout. Je pense que c'est un parti pris du groupe d'avoir fait un concert comme ça, en se disant ouais, si on mettait un peu de fiction quand même à droite à gauche, à un moment ça fout un peu le bordel et on fait ce qu'on peut, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve que c'est pas très utile et que c'est pas très intéressant. Mais ça reste sympa, surtout si vous aimez Metallica. Je voulais voir ça quand j'étais à fond dans Metallica. Maintenant, je ne le suis plus du tout, mais j'ai regardé ça et c'était rigolo. Film qui se paye quand même Dane DeHaan au casting, hein, le mec qui jouait Harry Osborn dans The Amazing Spider-Man 2 et qui a joué Valérian dans Valérian la Cité des Mille Planètes, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas envie de voir, mais que je regarderai sûrement un jour. Si vous aimez Metallica, honnêtement, regardez-le, Through the Never. Sinon, j'ai pas grand chose à dire, c'est sympa, mais je trouve pas ça fracassant, quoi. Ensuite, oh! Et en plus, c'est vachement bien trié. J'ai même pas fait exprès parce que je vais partir sur deux westerns. Le premier, c'est Hostiles, réalisé par Scott Cooper, avec des bons acteurs, hein, Christian Bale, Rosamund Pike et bien d'autres. J'ai beaucoup aimé le film, honnêtement, j'ai beaucoup aimé, c'est très pesant, c'est très intéressant. Pourtant, je suis pas fan du tout de western. En fait, j'aime les westerns, mais les westerns récents. C'est vraiment les westerns après les années 2000. Ils avaient repassé au Pâté Annecy Il était une fois dans l'Ouest, que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, le film il fait quasi 3 heures, il est long. Là, ce film-là, il fait 2 heures et quelques, et j'aime bien parce que voilà, je pense que c'est la modernité de l'image, la modernité de la mise en scène, permet, je pense, pour moi, personnel, de mieux rentrer dans le film. Honnêtement, j'aime beaucoup les paysages, j'aime beaucoup l'histoire aussi, j'aime bien les personnages.
Ça reste un film avec Christian Bale, et malheureusement, il fait quand même un peu toujours du Christian Bale. Il arrive à s'imprégner du rôle en fait, mais il a toujours un peu la même diction. Et c'est ça que je vais reprocher à Christian Bale. Je vais pas non plus me la jouer du Randall en disant que c'est un des pires acteurs du monde. Il joue bien, Christian Bale, il est souvent crédible dans ses rôles, mais il a toujours un peu la même manière de jouer. Et c'est là-dessus que moi je peux lui faire des reproches. Mais le film honnêtement est vraiment très cool et je vous le recommande vraiment, surtout si vous aimez les westerns. Je trouve que c'est un très très bon film, un très bon western. Et il y en a un autre qui arrive, c'est True Grit des frères Cohen. Alors les frères Cohen c'est particulier, j'en ai présenté quelques-uns d'ailleurs je crois des frères Cohen, quoique. Si j'avais présenté Fargo. J'ai beaucoup aimé True Grit, toujours pareil, des personnages excellents, des acteurs excellents, Jeff Bridges, Matt Damon, comment elle s'appelle la gamine? Ils ont même pas mis la gamine, attends, s'il te plaît. Ça, ah oui, il se paye quand même Steven Spielberg en producteur exécutif hein, sur ce film. Et c'est quand même vachement, vachement ouf. Hailey Steinfeld, la gamine qui joue dans ce film est exceptionnelle, j'ai pas d'autre mot. Et j'aime beaucoup l'histoire quoi d'une gamine qui veut venger la mort de son père et qui recrute des gens pour qu'ils aillent buter, enfin choper le mec pour soit le buter, soit le traduire en justice quoi. Et la gamine elle s'impose alors qu'elle a 14 piges. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages, ça passe comme une lettre à la poste, enfin c'est alors que j'aime pas les westerns de base. Je trouve ça super chiant, quoi. Mais je vous dis, la modernité de l'image et la patte d'un réalisateur, on a vu ma dernière session découverte, j'avais parlé des 8 salopards de Quentin Tarantino, c'est exactement ça. Je veux dire, j'aime ces westerns qui, du coup, finalement, sont plus modernes. Parce que la qualité de l'image, parce que le jeu d'acteur, tout ça peut-être me plaise plus. Les effets visuels aussi, hein, on peut en parler. Des bastons, des cascades qui sont mieux, qui sont gérés différemment aujourd'hui. Et du coup, je trouve ça cool. Et je vous recommande True Grit. Et je vous recommande d'ailleurs la filmographie des frères Cohen. Parce qu'honnêtement, à part Fargo, tous les films des frères Cohen que j'ai vus m'ont captivé. Hein. Là, il y a Fargo, mais il y a aussi le Big Lebowski, que j'adore. J'adore The Big Lebowski. J'avais énormément aimé Miller's Crossing aussi, surtout pour la musique. Honnêtement, si vous voulez un film, et ça vraiment, tout le monde, tous ceux qui regardent cette vidéo jusque-là, écoutez, enfin regardez le film Miller's Crossing des frères Cohen, au moins pour le thème principal. C'est un des rares films des années 90 où vraiment, quand j'ai entendu le thème, je me suis dit putain, c'est bon, lui, direct c'est bon. Par Jurassic Park, j'en vois pas beaucoup, hein. Mais regardez Miller's Crossing, regardez la filmographie des frères Cohen, même No Country for Old Men, j'avais beaucoup aimé, et j'ai hâte de voir The Ballad of Buster Scruggs. Si jamais j'ai Netflix ou quoi, je compte pas me payer un abonnement à Netflix, mais bon, si jamais j'ai l'occasion de passer un peu de temps sur Netflix, je vous présenterai 2 films Netflix ou 3. Je pense que je prendrai Polar, The Ballad of Buster Scruggs et Mowgli, d'Andy Serkis. D'Andy Serkis. Vu qu'Andy Serkis va réaliser Venom 2, honnêtement, j'ai hâte de me plonger dans son travail en tant que réalisateur. Alors, et là, vous avez vu, on change un peu de format de DVD suivant les médiathèques de la région d'Annecy. Y a pas c'est pas les mêmes formats, les mêmes pochettes de DVD. Avec Constantine, un film qu'on m'avait beaucoup conseillé, avec Keanu Reeves de Lawrence, je sais plus comment, Francis Lawrence. C'est tiré d'un comics d'ici, donc il est sorti en 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Donc les comics d'ici au cinéma, vous savez que moi j'aime beaucoup. Que ce soit les Batman de Christopher Nolan, Watchmen ou le début du DCEU. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Et Constantine m'a moins plu que ce que j'espérais. C'est une histoire très particulière et ça m'arrache la gueule de dire ça, mais je suis obligé de le dire parce que c'est vraiment ce que j'ai pensé. Keanu Reeves, de plus en plus, j'ai du mal avec son jeu d'acteur. Les John Wick, ça passe. Matrix, ça passe. Speed, ça passe. Y a pas de problème. Quand j'ai vu Constantine, j'ai eu l'impression de le revoir un peu jouer Neo dans sa manière de parler, dans sa diction. Et dans le look aussi, un peu. Vous voyez, le costard, les cheveux courts, plaqués, comme ça. Enfin, c'est. Je trouve que ça ressemble un peu. Les effets spéciaux sont assez beaux, j'aime plutôt bien l'histoire. C'est un contexte très biblique et. Voilà, accès, Dieu, diable, tout ça. Donc ça a quand même des visions intéressantes de la religion, je trouve. Je suis pas un anti-religieux, pas du tout, je suis juste pas dans le délire. Donc pareil, hein, calmez-vous, hein, je veux dire, faites ce que vous voulez. Hein. Je fais vite fait une petite parenthèse pour vous présenter un peu mon opinion sur la religion, c'est juste que moi j'ai pas envie de croire en quelque chose. C'est tout. Je vais reprendre un peu les paroles de Neo dans Matrix, quand Morpheus lui demande est-ce que tu crois à la destinée? Non, parce que j'aime pas l'idée de pas être aux commandes de ma vie.
je suis un peu comme ça, j'aime pas me dire que finalement quelqu'un a décidé de ma vie pour moi, genre oui, Dieu a voulu que ça, ou telle entité suprême voulait que je sois ça. Vous voyez, c'est pas excellent, quoi. Je trouve pas ça. Je pense pas que ce soit une bonne manière de fonctionner, mais ça aide des gens. Des gens se rassurent en croyant à ça. Donc à partir de là, quand j'entends des gens dire la religion de toute façon c'est un ramassis de conneries, de machin, oui, mais tout est un ramassis de conneries aussi, on s'en fout. On s'en fout si ça vous aide. Moi je me plonge dans les films, c'est pas vrai, et pourtant, bah voilà, hein, ça m'aide à m'en sortir, donc c'est pas pareil, mais enfin voilà. À m'en sortir, on dirait que je sors d'une dépression. Je vais très bien, calmez-vous. Mais Constantine, je vous le recommande vraiment, parce que je trouve que c'est très intéressant à certains passages, mais je suis pas rentré de ouf dans le film, mais je vous le recommande quand même, parce que c'était vraiment sympa, et qui nourrit aussi. Alors, le premier Blu-ray du coup que j'ai pu demander à la médiathèque, le premier Blu-ray que j'ai regardé c'était Rise of the Planet of the Apes, Planète des singes, les origines, que je vous avais présenté dans une précédente session découverte, mais celui-là, on va attaquer les suites de Predator, de l'univers Alien, Predator, tout ça, avec Predator 2 du coup, que j'ai pu regarder en Blu-ray avec Danny Glover. Non. C'est bien, hein, mais en VO, Danny Glover, je trouve insupportable. Mais j'aime ça, ça continue un petit peu d'alimenter le mythe de Predator. J'adore quand la punchline du You ugly motherfucker, j'adore quand elle arrive, enfin c'est parfait. J'aime plutôt bien les personnages aussi, mais je suis pas rentré de ouf dans le film. C'est ça dans beaucoup de films en fait, c'est que les films ils sont corrects, j'ai aucun problème avec eux. Il y a des gens qui détestent Predator 2, honnêtement, j'ai pas de raison de le détester, je m'en fous. J'ai bien aimé le premier Predator, j'ai bien aimé Alien vs Predator, le premier, enfin voilà. Faites ce que vous voulez de ça. Predator 2, j'aime bien, mais Danny Glover, à certains moments, je le trouve insupportable. Mais insupportable. Et je trouve qu'il joue vraiment mal, mais ça dépend des scènes, ça dépend des moments, et je suis pas rentré de ouf dans le film non plus. Je me sentais pas super impliqué, mais ça reste sympatoche. Voilà. J'en suis à combien de films, moi? 2 secondes, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 9ème, donc on va continuer. Avec encore la suite, avec Predators 2, du coup, Nimrod Antal. C'est ça, Nimrod Antal, du coup, le réalisateur de Through the Never, qui avait réalisé en 2010, du coup, Predators, produit par Robert Rodriguez. Predators, qui je pense est un des films les plus détestés de science-fiction. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis désolé si je déçois des gens. Vraiment, j'ai essayé de chercher, dans les critiques cinéma que j'aime sur YouTube, personne ne parle de Predators. Personne ne parle de ce film. Je sais pas pourquoi les gens détestent ce film. Honnêtement, je comprends pas. Je peux comprendre que le casting soit particulier, parce que Adrian Brody, honnêtement, ouais, il a pas vraiment la carrure du gros barack leader. Mais ça fonctionne, les acteurs sont pas dégueux, enfin ouais c'est ça, le casting oui il est surprenant quoi, Danny Trejo, et encore, hein, je veux dire Danny Trejo et Mahershala Ali ils vont bien dans le délire quoi. C'est vrai que bon, Topher Grace et Adrian Brody, même si je les aime beaucoup, c'est vrai qu'ils ont pas vraiment le physique pour concurrencer un Schwarzenegger à l'époque de Predator, j'avoue. Il y a des gens qui trouvent que c'est un remake pas assumé, machin, ça va. C'est quoi? C'est pourquoi? Parce que ça se passe dans une jungle? Mais oui, mais sauf que là, le petit problème, c'est que, ils sont pas sur Terre. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, quoi. Le côté, toujours pareil, on apporte quelque chose au mythe Predator avec, du coup, la planète, la faune, les animaux. Alors, excellent, le mec quand même qui se dit, oui, je suis médecin. Le mec, déjà, enfin, il y a des moments aussi, des fois, tu dis, les mecs, ils sont quand même pas très réfléchis, mais bon, ils sont dans l'urgence et ça peut se comprendre, mais le mec qui est joué par Topher Grace qui dit, oui, oui, je suis médecin, je vais essayer de le soigner, machin, il reconnaît des plantes. T'es médecin, tu reconnais des plantes, ça marche. Et il reconnaît des plantes alors qu'ils sont sur une planète inconnue. Je trouve ça un peu exagéré, mais bon, j'ai quand même bien kiffé ma race. Il y a beaucoup de clins d'œil au premier Predator, notamment l'affrontement final, enfin voilà, le côté je m'enduis debout, des trucs comme ça. Oui, ça ressemble, mais c'est pas un remake, c'est pas pareil, franchement c'est vraiment pas pareil. Il y a beaucoup de ressemblances, je suis d'accord, mais j'ai vu tellement pire avec Star Wars 7, honnêtement, que bon... Peut-être que c'est ça en fait, quand j'ai vu Star Wars 7, je me dis j'ai tellement vu une espèce de copie conforme d'un film à l'autre que finalement sur les autres ça me choque moins.
Mais je vous le recommande quand même, Predators, j'ai trouvé super marrant. Deuxième Blu-ray que j'ai pu regarder, c'est Dunkerque de Christopher Nolan, dont on m'avait beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé sur le net aussi. Je vais crever l'abcès tout de suite, j'ai pas aimé Dunkerque. Je suis pas fan du tout de ce film. J'ai commencé un peu à regarder les bonus, je les ai pas terminés, je les regarderai peut-être plus tard, mais je comprends pas ses choix en fait, tout simplement à Chris Nolan. Parce qu'il a voulu faire un film très réaliste, mais je pense que c'est le montage qui m'a le plus dérouté. Enfin, ça m'empêchera pas d'acheter le coffret intégral Nolan avec Dunkerque dedans en Blu-ray, hein, ça m'empêchera pas ça. Parce qu'il reste vraiment super agréable à regarder, Dunkerque. J'en avais beaucoup entendu parler aussi, je savais qu'il y avait deux trois trucs qui pouvaient... Le film, pour moi, il va chiant, mais il y a des trucs quand même, je pense que c'était pas la peine de faire un montage aussi compliqué. Je pense qu'il pouvait faire des retours dans le temps, tout ça, sans être trop... sans être trop compliqué, quoi. Vraiment, juste de le faire dans un ordre un peu plus linéaire quand même, histoire que tu sois moins perdu. J'ai pas été spécialement perdu, mais il y a des moments où je me disais, attends, c'est quoi l'idée? Ils sont où? Ils sont comment? Mais je trouve que ça passe quand même. Ça reste un très bon film, même si je suis pas forcément favorable à tous les Oscars qu'il a gagnés, notamment le sound editing et le montage. Je pense que Blade Runner pouvait facilement gagner le sound editing. Je trouvais plus intéressant, Blade Runner 2049. Mais Dunkerque, ça se regarde quand même bien. C'est particulier, au moins. Je veux dire, au moins le rythme de montage, vous avez pas l'habitude d'un rythme comme ça. Et quand j'ai regardé les bonus, je veux dire, Nolan, il s'est quand même vachement investi dans la retranscription réaliste, notamment au niveau de la panique que les gens pouvaient ressentir. Et ça se sent dans le montage. Bon, le problème, c'est que comme c'est du Blu-ray et qu'il filme que certaines scènes en IMAX, l'IMAX c'est un ratio de cadre, hein. Donc ça veut dire que le film il est en scope la plupart du temps, donc voilà, donc le truc s'arrête là. Et sur certaines scènes, bah hop, ça vous prend tout l'écran, puis après ça revient comme ça. Et au départ, j'avais pas trop fait gaffe. Et dans le dernier tiers du film, c'est pas vraiment le dernier acte, mais en gros c'est ça, enfin dans le dernier tiers du film, ça s'accélère vraiment, le côté genre ça reste même pas 10 secondes, puis hop ça change de ratio, ça passe en format IMAX, et hop, format scope, et hop, IMAX, enfin c'est peut-être pas du scope, mais enfin vous voyez quoi ça. Et au bout d'un moment, j'en avais marre, et je disais, j'avais envie d'envoyer un mail à Chris Nolan en lui disant, eh bonhomme, c'est bon, enfin putain, arrête de tourner que certaines scènes en IMAX, tourne tout ton film en IMAX. Bah les couilles du budget, ce sera mieux pour toi, parce que là c'est chiant. Donc l'édition Blu-ray que je vais acheter de The Dark Knight quand j'aurai l'intégrale Nolan, bon, je vais être obligé de me taper ça, mais bon, The Dark Knight, je pense que je lui accepte plus ou moins tout et n'importe quoi. Mais regardez Dunkerque, mais je sais que moi je suis pas rentré vraiment dedans, mais c'est dommage. Alors, prochain film, parce que c'est rigolo, Phénomène de Night Shyamalan, j'ai la jeune fille de l'eau qui est là-bas aussi, je sais pas si je vais la chercher, mais bon, enfin bref. J'ai regardé la jeune fille de l'eau et Phénomène, enfin c'est rigolo, regardez, c'est rigolo. Il y a des passages intéressants, mais bon, je veux dire, quand vous sortez d'Incassable et Sixième Sens, même ces films d'après, The Visit, Split Glass, tout ça, et que vous regardez Phénomène, j'avais quand même un peu de peine. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce film de Night Shyamalan. Il y a des thématiques qui sont très intéressantes, je peux comprendre les reproches qui lui sont faits, mais moi, je m'en fous de ce film. J'ai pas senti un côté très Shyamalan non plus, ça m'a pas plus plu que ça. La jeune fille de l'eau, il y a des trucs intéressants aussi, notamment dans le côté un peu laisser tomber les clichés. Il y a des trucs que je trouvais très intéressants. Phénomène aussi, il y a un message écologique, c'est sympa. Un message écologique ou écologiste? Corrigez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Et c'est bien, hein, mais enfin ça se regarde, mais c'est tout. Et je le trouve vraiment pas intéressant, pas plus que ça. Mais au moins j'ai vu Phénomène et c'était cool. Et, voilà, c'était rigolo. Allez, pareil, film oscarisable, moi Tonya, Tonya avec Margot Robbie, une des meilleures actrices que tu puisses voir en ce moment, je veux dire, dans le Loup de Wall Street. Enfin voilà, qui ne se souvient pas de Margot Robbie dans le Loup de Wall Street? Voilà, on a tous les scènes qui nous viennent en tête. C'est bon, stop. On passe au suivant. Tonya, film tiré d'une histoire vraie quand même, sur la championne, c'était une patineuse artistique, Tonya Harding, qui a vraiment existé, et il y avait eu des histoires assez bizarres quand même, hein, avec cette jeune femme quand même, enfin que genre elle a été accusée d'avoir agressé une de ses concurrentes. Et en fait, le film est un faux documentaire, Tonya, sur
les commentaires de Tony Harding, de son ex-mari, de sa mère, et c'est une catastrophe ces personnages, enfin, ces gens sont détestables au possible, mais le film honnêtement se regarde vraiment bien, et Margot Robbie est excellente, les acteurs sont excellents, enfin, Sébastien Stan est excellent, enfin, je dis, ils sont vraiment très très bons, et regardez vraiment ce film, il est drôle en plus, parfois il est vraiment drôle, quoi. Dès le début du film, ce film s'inspire de témoignages aberrants et contradictoires, parce que vraiment tout le monde les gens qui ont participé un peu à ce côté étrange de cette situation, ce côté agression, machin, tout ça, les gens sont quand même très particuliers, et ils ont vraiment tous raconté leur sauce pour éviter de s'en sortir, enfin pour essayer de s'en sortir, pour que personne ne les accuse. Donc c'est vraiment très bien filmé. Qui a réalisé ça déjà? Parce que c'est bien que je cite le réalisateur de Craig Gillespie. Bref, Craig quelque chose. Aitonia, ce sera plus simple. Il me reste combien de films à vous présenter? Il m'en reste quelques-uns. Je vais commencer par le premier que j'ai regardé, c'est sympa. Le Labyrinthe, le Remède mortel, bon divertissement, c'est sympa. Un peu niais à la fin, honnêtement. La trilogie Labyrinthe, je l'achèterai ni en DVD ni en Blu-ray, mais j'ai bien aimé la regarder et je trouve que c'était super divertissement. Donc regardez-le, il y a des scènes impressionnantes et j'aime beaucoup les personnages. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, vraiment, voilà, c'est tout. J'accélère, mais j'ai rien à dire sur le Labyrinthe mortel, j'ai beaucoup aimé. Une comédie musicale oscarisée, qui a quand même vécu une des plus grosses arnaques de la planète, mais La La Land, je pensais pas aimer La La Land, j'ai adoré. Parce que je suis vraiment pas fan de comédie musicale, mais les deux dernières comédies musicales que j'ai vues, j'ai adoré. Rocketman et La La Land. Parfait. Franchement, les acteurs ils sont super. Ça fait tellement du bien de voir Ryan Gosling comme ça, interpréter quelqu'un de passionné. Et le côté comédie musicale, ils sont hyper bons dedans. Emma Stone et Ryan Gosling, ils sont excellents. Donc je vous recommande La La Land parce que en plus l'histoire d'amour, je trouve est super intéressante. Le côté comédie musicale est pas non plus horriblement présent. Il est présent mais ça va. C'est cool et les chansons sont sympas. Donc honnêtement, La La Land, je suis triste pour lui quand même qu'il ait pas gagné l'Oscar du meilleur film. Je verrai Moonlight quand même parce que bon, je sais pas si vous vous en rappelez de ça, cérémonie des Oscars 2017 pour récolter ces machins. Alors, meilleur film, La La Land, ouais, bravo. 2 minutes après, ah non, il y a une erreur, c'était Moonlight. On est aux Oscars. On est aux Oscars quand même. Et les mecs font même pas gaffe à ça. Brillant. Mais regardez-le. Il est... Vraiment, il est super. Enfin, j'ai adoré. Et je pensais pas, mais j'ai adoré. Nightcall, ça vous dit quelque chose ce film? Traduction merdique de Nightcrawler avec Jake Gyllenhaal. Et donc c'est à Jake Gyllenhaal, honnêtement, je sais pas comment le prononcer, le nom de cet acteur. Enfin, il y a Jake dedans, donc j'adore.